Bonjour Vincent. Bonjour Elodie. Alors pour commencer, merci d'accepter de te faire interviewer au sujet de la prise de parole en public. Avec plaisir. Et plus précisément sur le thème de la transmission d'un sujet sérieux en te servant de l'humour. Ah, si ça te convient. Ça me va très bien. Alors je sais que tu sors de scène. Exact. Comment tu te sens? Alors c'est un mélange. Il y a du plaisir et de la joie d'avoir fait ce que j'aime, ce que j'adore, et puis forcément j'ai récupéré l'énergie des gens. Mais là je suis en train de descendre tout doucement parce que forcément à un moment donné l'adrénaline redescend. Donc je commence tout doucement un peu à je vois mon lit qui est pas très loin, je pense. Donc mais je me sens bien, joyeux. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots déjà, ainsi que ton parcours professionnel? Waouh, en quelques mots. Allez, on y va. Allez, Vincent Lemaire, 45 ans. J'habite dans le nord de la France. Je suis un monsieur, un homme d'1m97. Comme ça, on aura toutes les mensurations. C'est pas mal. Non, on s'en fout. Et mon parcours professionnel, en fait, moi, j'ai démarré dans un premier temps. J'ai exercé le métier de kinésithérapeute. Et en fait, en écoutant les gens, parce que quand on masse les gens, ils nous parlent énormément. Et en écoutant les gens, je me suis rendu compte qu'ils exprimaient beaucoup de choses avec leur corps, avec leurs mots MAUX, parce que des fois, ils n'exprimaient pas assez de choses avec leurs mots MOTS. Et petit à petit, je me suis intéressé de plus en plus à justement ce qui se passait à l'intérieur des gens, donc notamment au niveau émotionnel et à l'impact que ça pouvait avoir sur le corps. Et ça m'a vraiment plus intéressé que les articulations, très clairement. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui me plaît, c'est de comprendre le fonctionnement humain, c'est de comprendre comment les gens se connaissent mieux, de te faire, voilà, tout ça m'a intéressé, la communication. Et donc, je me suis formé à plein d'outils autour du développement personnel, on appelle la communication non violente, l'analyse transactionnelle, la PNL, et puis notamment un outil qui s'appelle le DISC, la méthode des couleurs. Je me suis formé à plein d'outils. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, très bien. Et en parallèle, peut-être juste pour expliquer la suite du parcours professionnel, c'est que j'ai découvert le monde de la scène et la scène de théâtre. Oui. Et je me suis dit, mais là, ça c'est un truc qui me plaît énormément parce que voilà, la possibilité de pouvoir expliquer des choses aux gens et en même temps de les faire rire, voilà. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je transmets tout en faisant rire et je suis complètement aligné avec ça. Je m'éclate. Est-ce que tu as toujours été à l'aise pour parler en public? Je pense que globalement, oui. J'ai pas, même si je remonte, tu sais, quand il faut raconter la poésie, faire la poésie quand on est tout petit à l'école primaire, ou faire une présentation, un exposé, on appelait ça, je crois, à l'école, faire un exposé sur un sujet. Globalement, ouais, ça allait. J'aimais bien ça. Donc après, j'avais de l'appréhension et j'en ai encore toujours de l'appréhension. Et tant mieux parce que ça permet d'avoir une vigilance. Donc ouais, mais globalement, oui, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Comment tu as découvert ta volonté de prendre la parole en public sur le ton de l'humour? Alors, je pense que d'abord, je l'ai découvert en le faisant spontanément. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu envie aussi d'expliquer les choses aux gens et ça a été plus fort que moi. Il a fallu que, tout en expliquant un sujet, je tourne les choses un peu à l'humour, je mette du décalage. Et donc, je me suis dit, mais dans le fond, après tout, assumons ce côté-là de moi. Et quand j'ai compris aussi que l'humour, c'était un très bel outil pour transmettre des choses parce que les infos passaient mieux, les gens mémorisaient mieux. Je me suis dit, mais génial, finalement, c'est un outil qui sert. Moi, j'aime bien. Et qu'est-ce que c'est bon de faire rire des gens parce que c'est un plaisir immense de voir que on crée, je provoque quelque chose. Et je sais très bien, pour moi, c'est un massage. Quand les gens rigolent, c'est un massage des cellules. Alors, je les masse, comme ça à distance. Ça me fait du bien, ça. C'est le kiné qui parle, là. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un souvenir marquant de ta toute première intervention en public à me partager? Toute première? Ouais. Eh ben oui, tiens, celui qui me revient, école primaire. Je crois que notre prof nous avait permis à un moment donné de se représenter devant les copains. Et je me souviens avoir pris avec des copains un sketch un sketch de quoi? Ah, d'un film. On avait fait une réplique d'un film, La Cité de la Peur justement, avec et on avait fait tout un truc comme ça. Et puis une autre fois, si on avait fait le sketch des Inconnus avec Stéphanie de Monaco, la Télémagouille, c'est ça. On était à 3 et j'avais un souvenir, j'avais un pote qui s'était carrément tout grimé en Pascal Légitimus, en black et tout ça. Et c'était génial. Et j'ai un souvenir de ça. Ouais, ça c'était, on avait, ouais, je sais pas, 7, 8 ans, 9 ans, ouais. Kiff.
Qu'est-ce qui t'a conduit à orienter le thème de tes conférences vers un outil de développement personnel qui est le disque? Parce qu'effectivement, avant, j'avais fait une première conférence sur la PNL, un peu sur les objectifs, tout ça. J'en ai fait une deuxième sur la gestion du temps. En fait, moi, je suis vraiment un passionné de développement personnel depuis 25 ans, où j'ai ouvert un premier bouquin de PNL, justement, sur Anthony Robbins, un des coachs. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu en 2 mots ce que c'est que la PNL? Très bien, ce sera en 2 mots. Alors, vous avez vu, elle a fait un mime, elle a dit 2 mots, c'est comme ça, c'est petit. Très bien, 2 mots. La PNL, alors programmation neurolinguistique, c'est un outil pour, pareil, comprendre un peu des fonctionnements de communication. C'est aussi un outil pour conditionner son cerveau à atteindre des objectifs, voilà, pour jouer avec son cerveau. Et donc voilà, ce coach-là, Anthony Robbins, parlait justement de tout ça, de PNL. Et moi, je trouve ça fascinant de voir à quel point on pouvait peut-être conditionner son cerveau à atteindre des choses, à aller vers des choses qui nous tenaient à cœur. En gros, je me suis dit, mais avec ce genre d'outils, tout est possible. Voilà, il y a une espèce d'ouverture. Et là, j'avais mis le doigt dans l'engrenage de tout ce qui est développement personnel, parce que je vais essayer de faire des stages, et puis après j'ai lu des bouquins, puis après tu veux faire le stage du bouquin, puis après tu apprends qu'il y a d'autres. Voilà. Formidable. Et ok, merci. Je t'en prie. Au revoir. Salut. J'ai pas fini. Oui, j'avais compris. Et bien justement, tu utilises le ton humoristique, tu enchaînes les sketchs, les blagues lors de tes spectacles, lors de tes interventions. Comment l'humour t'aide à capter l'attention et à transmettre un message plus efficacement lors d'une prise de parole? Alors, l'humour, en fait, déjà, au niveau du cerveau, c'est un effet de surprise. C'est-à-dire que les gens rigolent parce qu'à un moment donné, le cerveau ne s'attend pas à quelque chose, il est surpris et il peut réagir de différentes façons. Et une des façons qu'a le cerveau de réagir quand il est surpris, c'est de rire. Ça entraîne le rire. Donc, en fait, pourquoi je dis ça, c'est que on garde l'attention des gens quand on les surprend régulièrement. Donc, voilà, l'humour est un très bon moyen de garder l'attention des gens parce qu'ils sont régulièrement bousculés et ils se marrent. Et en fait, après, je me souviens quand je suivais une formation sur le décodage biologique, le lien entre les émotions et les maladies quand j'étais kiné. Et je me souviens que le formateur faisait de l'humour régulièrement quand il expliquait les choses. Et j'avais été le voir à la fin, je dis, mais pourquoi tu utilises l'humour? Enfin, tu pourrais faire du spectacle, tout ça. Il m'a dit, en fait, moi j'aime ça, mais je l'utilise parce que je sais très bien que quand je fais rire les gens, je leur ouvre les chakras, et il disait ça comme ça, il disait, en fait, toutes les croyances limitantes qui peuvent bloquer l'information, elles s'effondrent quand les gens rigolent. Et moi, mes informations, elles font pas. Et c'était ça, lui, son enjeu. Je me suis dit, génial. C'est donc un outil très puissant si je veux transmettre quelque chose. Et puis, l'humour, c'est une charge émotionnelle. Et comme une charge émotionnelle qui pourrait être négative ou désagréable plutôt, on mémorise quelque chose parce qu'on vient de vivre un truc et on est, mettons, très triste. Et ben là, le fait de rire pendant qu'on apprend quelque chose, on le mémorise aussi parce que c'est une charge émotionnelle, mais elle est plus agréable, quoi. Donc je me suis dit, c'est tout bénef. Quelles sont tes techniques à toi pour intégrer l'humour tout en restant pro et pertinent? Alors attends, les techniques pour intégrer l'humour tout en restant pro et pertinent. Alors déjà, je vais quand même préciser un truc. L'humour, c'est pas parce on déconne à l'apéro que derrière on va savoir faire tout un spectacle avec de l'humour. C'est hyper, c'est très timé. C'est de la musique, l'humour. Donc ça veut dire qu'il faut réussir vraiment à bien préparer les choses. On pourrait croire que c'est de l'impro et tout ça, et non, en fait, c'est très très cadré. Et alors attends, la question c'était, en fait, je construis vraiment les choses, c'est-à-dire que dans la façon d'écrire, ou dans la façon de jouer, je construis les choses pour provoquer le rire. Ensuite, l'humour, je l'utilise aussi, c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que c'est jamais de rire, je veux rester bienveillant. Concrètement, j'ai envie vraiment, d'ailleurs, quand des fois je fais venir des gens sur scène, par exemple, je reste bienveillant avec eux. Et de l'humour, je veux pas faire de l'humour où on met j'appelle ça mettre des tacles, on vient vraiment allumer, tout ça. Ça m'intéresse pas, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire rire autrement. Et donc, voilà, je trouve justement ce juste équilibre entre, allez, on bouscule un peu les limites, on vient un petit peu, mais pas passer complètement, voilà, il y a différents styles d'humour. Moi, je préfère aller dans un humour, voilà, que je trouve plus accessible et bienveillant, quoi. J'ai répondu à la question ou pas? Oui, c'était très bien. À peu près, ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de manière d'exprimer un message à la Vincent de tous les jours, n'importe lequel, je sais pas, ce que tu veux, et ce même message dans ta peau de conférencier?
D'accord, ok, très bien. Alors, si je devais faire passer un message, donc, il y a un truc qui me vient tout de suite. Quand je suis à la Vincent de tous les jours, bon, voilà, je vais passer quand même beaucoup par le cerveau, puis je vais réfléchir, ok, voilà, puis j'explique mon truc, très bien. Mais par exemple, quand je veux utiliser l'humour, ce que je peux utiliser facilement, c'est une métaphore ou une image. Parce que le fait de partir dans une métaphore, une image, quelque chose de décalé, tout de suite, on vient toucher l'imaginaire. Et exemple, plutôt que de dire, ah tiens, on va parler de, je sais pas moi, de lâcher prise, bah, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un paysan chinois. Ah, puis je suis parti sur une histoire. Et le fait de raconter une histoire, bah, les gens rentrent dans l'imaginaire. Et en plus, comme je peux exagérer et caricaturer les choses, et ben, je peux faire rire les gens. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Tu as modifié. Tu veux l'histoire? Non, pas cette fois, mais peut-être une prochaine. Ouais, d'accord, ok, très bien. Que tu as modifié la voix, tu as modifié ton corps aussi quand tu as raconté ton histoire version 2, version scène. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as modifié et pourquoi? Ok, très bien. Eh bien, déjà, il y a un truc qui fonctionne bien, c'est de vivre l'histoire pendant qu'on la raconte, pour la rendre plus vivante, plutôt que de dire c'est l'histoire d'un paysan chinois qui se balade. C'est l'histoire d'un paysan chinois, et là, il est là, il se balade sur son cheval comme ça, il est là, tranquille, tu peux faire des bruitages aussi, quoi. Et le fait de vivre les choses, c'est là aussi où on peut improviser, c'est ça qui est génial, parce que quand on vit le personnage, voilà, tu vois, je fais le personnage dans mon corps, tout ça, puis j'imagine, comme ça, machin, il y a du soleil, il y a son chapeau. Non, on le voit bien. Ah, tu le vois? Ouais. Et c'est un paysan chinois, mais un peu cow-boy, hein, c'est pour ça qu'il a un peu son chapeau de cow-boy. Et là, il fait voilà, je sais pas. Ben, le fait de vivre la chose, ça met encore plus d'images. Donc voilà, c'est ce que je vais faire si à un moment donné je veux raconter une histoire, je vais essayer de la vivre la chose. Mmh. Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on utilise l'humour devant un public professionnel ou varié? Ah, tu veux dire lors de mes interventions en entreprise, par exemple? Déjà, dans un public professionnel, moi, en tout cas, quand j'interviens dans le cadre d'une conférence en entreprise, parce que voilà, c'est le style d'intervention que je fais, la première chose, c'est que les gens qui sont dans le public, souvent, ne savent pas que je vais venir. Ils n'ont pas choisi. On leur a un peu imposé. Donc, il y a un peu un effet de surprise. Donc, ce que je fais très, très attention, moi, c'est, dans les premiers temps, il y a une certaine façon, il faut qu'on apprenne à se connaître. Qui c'est ce mec de l'extérieur? Il va venir nous raconter quelque chose. Comment ça a été introduit par le décisionnaire. Voilà, les gens, ils peuvent Donc, ce que je fais, moi, en tout cas, au départ, je prends le pouls aussi, de sentir un petit peu mon public, comment il est, dans quel état d'esprit. J'écoute d'ailleurs beaucoup ce qui s'est passé avant que j'arrive, pour savoir, eux, ils en sont où dans leur journée, qu'est-ce qu'ils viennent de vivre avant, qu'est-ce qu'ils ont entendu comme information. Et je suis globalement tout le long très attentif à eux. Et tu parles de piège, le piège, c'est d'être uniquement centré sur ce qu'on doit raconter et d'oublier les gens qui sont en face de nous. Donc je dirais, je vais à la limite, plutôt que parler du piège, je vais parler, ce que je conseille, c'est de se mettre à la place régulièrement des gens, de se dire, tiens, mais la personne qui est là en face de moi, qu'est-ce qu'elle vit là quand je lui dis ça? D'avoir constamment ce regard-là. Et puis de se dire aussi, régulièrement, je me dis, je m'adresse pas à un public, je m'adresse à toi, plus toi, plus toi, plus toi. De sentir que vraiment, je fais très attention aussi, par exemple, quand il y avait du monde, là tout à l'heure, il y avait 600 ou 700 personnes, d'aller chercher vraiment et de regarder tout le monde pour dire je suis avec toi, d'embarquer tout le monde. Donc je fais très très attention aussi à ça. Voilà, principalement, ça fait partie des choses auxquelles je suis plus attentif. Qu'est-ce que tu as fait évoluer depuis tes premières interventions? Alors le premier truc qui me vient quand tu dis ça, c'est de mettre aussi un peu de lâcher prise à l'intérieur. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais avoir tendance à dire il faut que je dise exactement ce qui est prévu, de pas vouloir trop sortir du rail et tout ça. Et maintenant, je m'autorise de plus en plus à improviser. Si à un moment je sens quelque chose, je fais monter des gens sur scène, voilà, il y a des trucs qui sont pas prévus et hop, je vais partir un peu plus en impro. Ce que j'ai fait évoluer aussi, c'est d'assumer pleinement ce que je dis. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, il faut que je le dise à 100%. Sinon, il vaut mieux pas le dire. Et donc, maintenant, tout ce que je vais dire, c'est comme si j'y crois. Ça, c'est ce qui est hyper important, déjà, d'écrire et de raconter un truc auquel on croit. Et quand je le dis, eh ben, j'y crois à 100%, et c'est vraiment, je veux vous le raconter, hein, je veux vous embarquer. Voilà, il y a cet état d'esprit qui fait que ça marche bien, j'ai remarqué.
que je peux te dire encore que j'ai changé. Voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. Je sais pas si autre chose me vient après, je te le dirai. Quels sont les moments les plus marquants de ta carrière? Quoi, je te fais peur? Non, je suis concentré. Quand je suis concentré, je fais des yeux bizarres. D'accord. Quels sont les moments les plus marquants de ta carrière? Waouh! Ça, c'est l'expression de la surprise. Ah oui, c'est la surprise. Tu as vu le non-verbal. Déjà, je regarde beaucoup le non-verbal des gens, mais alors moi, effectivement, des fois, j'ai le non-verbal. Les éléments les plus marquants de ma carrière, bah oui, mais là, on est parti pour un petit moment. Hein. Il y a quelques trucs. Alors, le plus marquant. Le plus marquant. Bah, tiens, j'ai envie de dire, c'est une rencontre avec la personne qui est actuellement mon associé. Parce que je pense que avant, moi, je croyais que j'allais réussir tout seul, que voilà, j'allais me dépatouiller, tout ça. Et en fait, j'ai rencontré un gars, Gary Vercruis, qui est mon associé, qui m'a fait prendre conscience que la fameuse phrase, tu sais, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais très clairement, à un moment donné, d'être non, tu la connais pas celle-là? Ah si, je la connais. On l'utilise beaucoup. Mais en fait, c'est de se dire, waouh, à un moment donné, je peux vraiment avancer plus avec quelqu'un quand il y a une notion de complémentarité. C'est quelqu'un avec qui on a mis en place beaucoup de communication justement, parce que évidemment on n'est pas toujours d'accord, mais à côté de ça, quand très souvent c'est fluide, c'est harmonieux et voilà. Et j'ai remarqué avec lui, j'ai pris vachement plus d'ampleur, les projets sont de plus en plus grands, donc voilà, ça c'est vraiment un élément, je trouve, très très marquant de ma carrière, mais il y en a eu plein. Et à la limite, au tout départ, moi, les éléments marquants, c'était de prendre conscience des choses qui me faisaient du bien et qui me faisaient plaisir, parce qu'avant, quand j'étais kiné, et quand j'ai bifurqué, pour me dire, oui, mais je veux plus faire de la kiné, ok, mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai vraiment essayé de chercher ce qui me mettait de la joie et de l'émulation, quoi, de l'enthousiasme. Et j'ai eu comme ça des moments de joie quand j'étais kiné. Par exemple, à un moment, on a fait un spectacle pour tous les patients en fin d'année, à Noël. Et moi, je me rappelle que je m'étais proposé pour être l'animateur de ce spectacle. Et j'avais pris un plaisir immense, quoi. Je me souviens de ça, ça m'avait marqué, je trouvais ça génial. Et ça c'est des choses qui m'ont fait dire, mais oui, j'ai un truc à aller faire là-dedans, je prends du plaisir, j'ai de l'émulation, donc il y a de la justesse. Voilà ce que je dirais à ta question. Bien. Bon, très bien. Est-ce que tu as des humoristes ou des orateurs qui t'inspirent dans ton travail? Qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore, carrément. Quand j'étais au tout départ, il y avait un monsieur qui est un Québécois qui s'appelle Stéphane Rousseau, qui était un peu, à un moment donné, l'acolyte, on va dire, de Franck Dubosc, dans le sens où ils se faisaient venir les uns et les autres dans leur pays respectifs. Et en fait, j'avais trouvé génial, parce que le mec, c'était un showman. Il faisait de l'humour, il chantait, il dansait. Il était beau, il était bien habillé et tout, et ça m'avait fait waouh. Il y a un côté waouh. Et puis après, je vais avoir des gens, moi j'aime beaucoup des gens actuellement comme des Baptiste Le Caplin ou des Arnaud de Samer. J'aime beaucoup ces humoristes qui jouent beaucoup avec leur corps, rentrent dans des personnages qui ont une espèce de folie, où ils partent un peu dans de l'absurde complet, et j'adore quand il y a de la folie bien assumée et surtout bien développé. Voilà, j'aime beaucoup aussi des gens qui ont des très belles écritures. Qu'est-ce que je pourrais citer dernièrement qui a bon voilà, c'est les noms qui me viennent là, comme ça en premier lieu. Et si Jim Carrey aussi, parce que j'aime beaucoup cet acteur qui a eu un parcours avant un peu d'humour, et j'aime beaucoup son état d'esprit. J'avais pu le voir et lire dans des interviews que c'est quelqu'un qui avait un vrai état d'esprit pour aller vers la réussite et oser voir grand. Il m'a inspiré aussi à un moment donné, ce monsieur. Oui, c'est bon. Très bien. Comment tu gères les moments où l'humour ne fonctionne pas? Comment je gère les moments? C'est-à-dire que des moments où j'ai prévu de faire rire et ça ne marche pas? Ouais. Je boude. Je boude dans mon coin. Non, alors, je les gère comme un apprentissage. C'est-à-dire que quand j'écris, même plein d'humoristes font ça, hein, quand ils écrivent, ils vont face public, et la seule vérité, c'est le public qui va la donner. Et soit on a des rires, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Si j'ai prévu d'avoir un 3 étoiles et que là j'ai qu'un rire 1 étoile, voire pas de rire, c'est que c'est pas bien amené,
ou alors ça marche pas, cette vanne-là ou cette blague-là ne marche pas. Donc pour moi, c'est toujours de l'apprentissage. C'est pas un échec, c'est qu'est-ce que j'en fais, comment je change les choses, comment je reteste la fois suivante. Je filme quasiment toutes mes spectacles en grand public et je regarde et je me dis ok, c'est du feedback quoi. Donc si j'atteins pas l'enjeu que je voulais à cet endroit-là, j'étais censé faire rire. Ok, qu'est-ce que je teste différemment, façon de le dire. Des fois, ça joue aussi au niveau des mimiques, des regards, les silences. Enfin, le rire est déclenché dans le silence plus que dans les mots. Donc voilà, pour moi, je gère comme ça. Tu fronces les sourcils. Je réfléchis, oui, je suis concentrée. Je fronce les sourcils comme ça, comme ça. Oui, je suis comme ça et je suis concentrée. Concentré. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de perdre un public? J'ai eu peur. C'était de perdre un bras pendant que tu me posais. Ouais, j'ai perdu un bras l'autre fois. C'est chiant de perdre un public. Oui. Et comment tu as fait pour le rattraper? Franchement, heureusement, ça m'arrive hyper rarement. Mais ce qui fait que j'ai pu perdre un public à un moment, notamment en entreprise, c'est que en amont, déjà le casting était pas bon. Ça aurait pas dû être moi et ils auraient pas dû prendre mon style de spectacle premièrement. Et aussi le casting, le public il était pas adapté. Et en plus, très souvent, c'est pour ça que moi, je suis très vigilant à ça, c'était les conditions n'étaient pas bonnes. On en a parlé en off tout à l'heure. Une fois, j'ai joué ma conf dans une usine et tous les gens étaient debout. Et en plus, c'était c'était très allongé, donc c'était debout en statique pendant 1h15. Donc c'est pas génial du tout. Et le truc était très allongé, parce qu'il y avait des gens qui étaient au moins mais à 40 mètres ou 50 mètres, qui ne me voyaient plus, ils suivaient sur des écrans. Là, clairement, j'ai senti que les 2 tiers là au bout je les avais plus avec moi. Et là, à nouveau, c'est de l'apprentissage. Les récupérer, non, c'était plus possible, j'y arrivais pas. C'est de se dire, non, à un moment donné, c'est important quand même qu'il y ait des configurations de spectacles qui sont adéquats. Et maintenant, je suis très, très vigilant parce que c'est ce qui va faire aussi c'est ce qui fait que maintenant, heureusement, ça marche quasiment tout le temps. C'est que je et on, avec toute mon équipe, on fait attention à comment on va, dans quelles conditions on est. C'est pareil, c'est la pyramide de Maslow. T'as des gens qui ont froid parce que dans la salle, il fait 17 degrés. Ben, peu importe ce que tu racontes, tu vas les perdre. Parce que concrètement, ils ont froid et ça, c'est la priorité, quoi. Ou ils ont faim. Donc, on fait très attention à... Est-ce que tu peux nous expliquer la pyramide de Maslow en 2 mots? Oui. Ah, ça, c'est le mime du fais vite de Elodie. Oui, en gros, la pyramide de Maslow, c'est qu'on a des besoins. Et en fait, il y a des premiers besoins fondamentaux qui doivent être nourris avant de passer aux besoins suivants. Les besoins fondamentaux de base, c'est j'ai besoin d'avoir faim, d'avoir besoins primaires. Oui, c'est les besoins primaires. Merci, Elodie. Peux-tu nous expliquer en 2 mots, s'il te plaît, Elodie, Donc, les besoins primaires, la nourriture, être rassasié, pas avoir chaud, enfin, pas avoir froid, et être en sécurité aussi, pas avoir envie de faire pipi aussi. Parce que si t'as envie de faire pipi, c'est pareil, t'écoutes pas ce qu'il y a en face. Et la sécurité, tout ça, bref. C'est comme ça des besoins. Et après, le besoin d'ouverture, comment on appelle les besoins un peu plus haut, là, de développement, tu m'aides pas là? C'est les trucs du dessus là, les besoins suivants. À quel étage tu es? Je t'ai laissé partir dans ton explication. Bah oui, j'ai bien vu que. Bref, quand aller voir un spectacle et rigoler, c'est des besoins qui sont tout là-haut. Mais bref, si en dessous vous avez froid, je vous dis, vous avez faim ou que vous n'êtes pas en sécurité, ça vous intéresse pas du tout ce qui se passe au-dessus. À peu près clair. C'est épanouissement tout en haut. Ouais, voilà, épanouissement. Tu vois, quand tu veux, tu aurais pu m'aider. C'est ton interview. C'est parfait. Est-ce que tu aurais, s'il te plaît, 3 conseils à nous donner? C'est parce qu'elle rajoute le s'il te plaît de cette, elle embêtée, elle fait s'il te plaît, non mais vas-y, quand même, fais un effort. Faut prendre la parole en public. Oui, d'accord. Tu veux 3 conseils en gros, c'est ça? Exactement. C'est bon, je vois l'idée. Alors, un premier conseil, moi, il y en a plein, vraiment, mais allez, un premier qui me vient, c'est faire participer les gens. Le public a besoin de ne pas être passif, il a besoin de participer. Moi, régulièrement, je demande aux gens comme ça, je fais levez la main ceux qui... Et je le fais en même temps. Parce que comme ça, ils vont faire un mouvement, et puis comme ils me voient le faire, voilà. Et ça les fait participer. Oui, je l'ai fait à la portugaise, j'étais bien. Je les fais participer, d'accord? Donc, ça, c'est génial. Ensuite, non, mais il en manque 2. Ouais, je sais. C'est parce que j'en ai plein qui me viennent en même temps. Alors, un autre truc qui fonctionne très bien à nouveau, c'est de
regardez vraiment beaucoup les gens. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est que quand tu as un public, quand ils sont pas nombreux, 10-12 personnes, faut tous les regarder, concrètement, régulièrement. Maintenant, quand tu as un public de 50, 100, 200, 300, là, il faut regarder dans des grandes directions. Un peu au centre, sur le côté haut, côté bas. Mais bref, faut régulièrement aller chercher les gens. Quand tu as des petits comités, un truc qui marche bien, c'est de questionner les gens, de poser des questions. De demander, tiens, qui c'est, machin, alors qu'est-ce que tu en penses? L'interaction avec le public marche très très bien. Allez, je t'en donne 2 autres. Bonus. Raconter des histoires, on en a parlé un peu tout à l'heure. Plutôt que de dire, bah voilà, plutôt que d'être dans la théorie, rien de tel que de raconter une métaphore. C'est l'histoire de, il était une fois, parce qu'à partir du moment à nouveau où tu pars dans une métaphore, on va toucher une autre partie du cerveau et ça embarque vachement plus les gens. Ça fonctionne très très bien. Utiliser l'humour, parce qu'après tout, effectivement, dans toute prise de parole, on n'est pas forcément obligé d'utiliser l'humour, mais c'est un vrai bel outil pour récupérer les gens. Mettre du visuel aussi quand on s'adresse aux gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas que auditifs, donc ajouter du visuel, soit c'est des images, ou soit le fait de jouer, d'incarner les choses, de jouer avec moi, je suis assez grand, j'ai des grands bras, tout ça, donc je joue avec mon corps. Eh ben, ça met du visuel. Donc, les gens qui sont plus sensibles à ça, ça marche très très bien pour eux aussi. Bon, voilà, déjà, on est pas mal déjà. On est pas mal. Merci pour tous ces conseils. Eh ben, avec plaisir. Alors maintenant, je vais te poser 10 questions. Oui. Et tu vas y répondre, si tu le veux bien, en un seul mot. Ah, très bien, très bien. J'ai pas le droit de justifier après. J'aime bien, vous avez vu, je demande les règles du jeu. J'aime bien savoir les règles du jeu, moi, avant. Oui, parce qu'au niveau du disque, tu peux nous dire quelle couleur est ta couleur dominante. Moi, je suis bleu. Voilà. Je suis quand même bien bleu. J'aime bien quand c'est carré, structuré, organisé. C'est parti? Oui. Allez, ton rituel de préparation en un seul mot. Invocation. Ah, là, t'as dit que j'étais avec un seul mot, alors fais tout. Oui, hein. vas-y. Moi, je demande de l'aide toujours à mes anges gardiens, tu vois. Voilà, je demande de l'aide, puis j'invoque l'énergie des meilleurs, conférenciers, tout ça, comme ça m'aide, je suis accompagné. Ok. Le mot que tu prononces le plus souvent en public. Genre, je crois. Genre, le gars. Genre, je sais pas, le mot que j'utilise le plus souvent en public. Je cherche. Non, je l'ai pas. Non, un mot souvent, peut-être il ou le. Non, je n'ai pas le mot plus. Un obstacle ou une crainte à surmonter lors de tes prises de parole. J'ai tendance à vouloir vraiment beaucoup contrôler les choses et à vouloir beaucoup... En un seul mot. Ah merde. Bah ouais, mais quand ça t'arrange, on peut faire plusieurs mots, mais quand ça t'arrange pas... C'était l'explication tout à l'heure de... Très bien. Contrôle. Un mentor ou un modèle inspirant, en un mot. Ah bah, Robbins. Anthony, pour son prénom. Un outil essentiel pour capter l'attention. Mon regard de braise. Non, je ne sais pas, un outil essentiel. Mais, le mouvement du corps. Non, mouvement. Un mot. Un mot. Une qualité indispensable pour un orateur. L'envie. L'envie d'avoir envie. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir envie d'être sur scène. Ah oui? Mais tu vois? Il faut avoir envie de t'interviewer. Bon, très bien. Ça, c'est fait. Ta plus grande force en tant qu'orateur. Ma souplesse. Mon écoute. Mon humilité. Un mot qui décrit ton ressenti avant de monter sur scène. Un mot qui est bon concentré. Ta collation préférée avant une prise de parole. Un Pokéball. C'est vrai? Des légumes, quand même, beaucoup de légumes et un peu de riz. Un Pokéball, quoi. Bah, léger, quoi. Un mot pour décrire la clé du succès en prise de parole. Enthousiasme, qui vient du latin ou du grec NTO, mettre du divin dans. C'est beau. C'est pour moi, c'est cadeau. Ça fait un joli mot de la fin, en tout cas. Ah, ça s'est terminé par ça? Ouais. J'aurais dû arrêter juste après. Ah ouais, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Et toi, ça te va? Oui, très bien. Voilà, merci Vincent pour toutes les réponses que tu nous as apportées. Toutes les conneries que tu nous as racontées depuis. C'est toi qui le dis. Hein. Non, mais je sentais que tu ne saurais pas. Avec plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Tu vois, j'étais fatigué, je suis moins fatigué déjà.
J'ai retrouvé de l'énergie, c'est ça que je veux dire. D'accord, donc tu es reparti pour faire la fête? Ouais. En tout cas, j'ai retrouvé de l'énergie. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et ben, ça m'a fait plaisir aussi d'être avec vous. Et toi aussi, bien sûr, mais je pense aux gens aussi qui vont regarder. On est tous ensemble, quoi. Coupé. À vous les studios.